Notre expert cette semaine est Maître Franck Sprit. Bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Lille. On va aborder un thème avec vous, qui d'ailleurs, comme souvent, mériterait plusieurs heures, mais qui questionne, qui intéresse. C'est l'importance de l'éthique dans le droit. Ça peut effrayer, alors c'est compliqué, mais on va partir du principe que le droit renvoie à la régulation des comportements par la loi, alors que l'éthique renvoie plus largement à la distinction entre le bien et le mal. Je pense que là, on est encore d'accord. Écoutez, c'est une définition, on peut presque simplifier, j'allais dire que le droit, c'est un ensemble de règles, et l'éthique, on pourrait considérer que c'est une morale commune. Une morale commune. Une morale commune. Alors, par exemple, puisqu'on parle de droit, vous êtes avocat. Quand un avocat prend la défense d'un criminel, et par exemple qu'il parvient même à le faire blanchir, est-ce qu'il ne se rend pas complice du mal accompli? Alors, vous situez en fait la place de l'avocat dans le procès. L'avocat peut être défenseur de l'accusé, il peut être défenseur de la partie civile, c'est-à-dire de la victime. Ce qui est important, c'est que chacun a le droit d'être défendu. Et donc, s'il n'y a plus d'avocat, il n'y a plus de défense. Or, nous considérons que dans un État comme le nôtre, qu'on dit État de droit, la possibilité d'être défendu par un professionnel du droit est un droit fondamental. Donc, il n'y a pas de personnes indéfendables d'un point de vue aussi du droit, on l'a compris, mais éthique et morale. Exactement. Parce que, indépendamment de ce qui a été fait, chaque personne a le droit d'être entendue avant d'être jugée. Et la personne qui ne peut pas, pour des raisons diverses, être entendue, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas parler, elle va parler par le biais de son avocat. Et donc c'est la raison pour laquelle, et j'ai souvent l'occasion de le dire, l'avocat porte une robe noire qui le fait disparaître en tant que personne, si je puis dire. Et c'est la fonction d'avocat qui devient première. Alors, il n'est pas rare aussi dans des affaires, notamment qu'on appelle politico-financières, d'entendre là des magistrats donner des leçons de morale en parlant. Alors, par exemple, j'ai regardé les propos, mépris du bien commun, devoir d'exemplarité, qui s'attache à... C'est notamment quand des hommes politiques sont condamnés de manquement au devoir de sa charge. Et là, on est quand même en droit de se demander si les juges et les procureurs ne font pas de la morale à la place de faire du droit. Je crois que vous me posez une question intéressante, c'est que chacun comprendra que entre droit et morale, ou entre droit et éthique, pour prendre un terme un peu plus neutre peut-être, eh bien la frontière est parfois ténue. Cela étant, comme j'ai défini le droit comme un ensemble de règles, indépendamment de ce que peut penser ou même dire un juge, sa décision est fondée sur une règle de droit ou sur des règles de droit. Donc le propos qui vient, j'allais dire, illustrer la règle de droit est possible, mais elle ne fait jamais disparaître la règle de droit, c'est-à-dire quelle est l'infraction qui a été commise et quelle est la sanction qui peut être prononcée à l'appui de cette infraction. Et ça, c'est pas le bon vouloir d'eux, c'est la loi. Un acte pourrait être légal mais non conforme à l'éthique, et un acte pourrait être illégal et conforme à l'éthique. Je prends un exemple très concret, le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière, qualifié par la loi de délit de solidarité. Or, on peut, d'un point de vue éthique, considérer que ce n'est pas illégal. C'est tout à fait exact ce que vous dites. L'éthique et le droit, j'ai dit que la frontière était ténue, mais je parle bien de frontière. Et évidemment, on ne peut pas confondre l'éthique et le droit. On espère toujours, bien évidemment, que le droit soit conforme à l'éthique. Mais vous êtes d'accord avec moi, sans doute, et les auditeurs également, que l'éthique est variable, ou en tous les cas, qu'elle évolue dans le temps. Il suffit de prendre, par exemple, le sujet du moment sur le droit à mourir dans la dignité, pour reprendre l'expression d'aujourd'hui. Certains vont considérer que le droit va se mettre à répondre à une demande sociétale, et d'autres vont considérer que aider à mourir est contraire effectivement à une éthique. Enfin, effectivement, est contraire à une éthique. Pour certains, c'est immoral ou amoral.
c'est contraire à ce que l'on a toujours pensé, c'est-à-dire qu'on est là pour soigner et pas pour donner la mort. Mais ce que vous dites aussi en soulevant ce sujet d'éthique, c'est que dans certains cas, les questions éthiques peuvent précéder la création d'un consensus social. Par exemple, si on pense à cette thématique, si des débats sont mis en place, si le consensus global parvient à s'instaurer, il aboutirait ensuite à l'établissement d'une règle de droit. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que le droit suit l'éthique. Bon, je pense que c'est un peu court comme façon de penser, parce que le droit doit toujours normalement se fonder sur des principes fondamentaux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a une constitution, on a un préambule de la constitution, on a une Cour européenne des droits de l'homme avec différentes chartes, etc., etc. Les normes, elles sont extrêmement nombreuses et elles rappellent des droits qui, dans nos sociétés occidentales, dites libérales, eh bien, consacrent la liberté individuelle autant que faire se peut. Et c'est la base sur laquelle repose effectivement l'arsenal juridique. On peut considérer effectivement qu'à partir de ce moment-là, il y a effectivement une concordance entre le droit et l'éthique, mais il est vrai qu'on constate maintenant de plus en plus que d'abord le sens commun, comme je disais tout à l'heure, qui peut être une définition de l'éthique, est de plus en plus relatif parce que les uns et les autres, nous pensons différemment. Je prends un exemple plus simple que les sujets peut-être par rapport aux droits des étrangers, celui de la propriété privée. La propriété privée, vous savez, elle est sacralisée en France. Personne ne peut violer la propriété d'autrui. Bon, j'allais dire heureusement. Cela étant, certains ont considéré que le droit au logement décent, le droit au logement, ou tout simplement le droit au logement, eh bien, est un droit absolument fondamental. Et donc, utiliser la propriété de l'autre pour pouvoir se loger dignement et loger sa famille, ça n'est plus une violation de la propriété privée. C'est simplement des équilibres de droit, évidemment, qui sont contradictoires, mais néanmoins, éthiquement, on peut considérer qu'on ne loge pas sa famille dans la rue. Bon. Et la concordance droit et éthique ne veut pas dire la fin de la conscience. Par exemple, l'évolution du droit sur des sujets sensibles, comme la loi de 75 sur l'IVG, la loi de 2013 sur le mariage de couples de même sexe. Tout cela, c'est le droit qui a fait suite à des débats éthiques. Ah, complètement. Alors là, on est vraiment sur l'évolution sociétale. Certains le regretteront, mais c'est ainsi. Jusqu'où aller ? C'est le problème effectivement du législateur, c'est-à-dire que dès lors qu'on parle de droit, on parle de limite. Il n'y a rien d'absolu en réalité. Donc il peut y avoir une morale absolue, on ne peut pas tuer. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le droit lui-même, regardez la peine de mort, si on prend ce sujet qui est maintenant un peu ancien, un peu derrière nous. Mais voilà, pendant des années, la France avait effectivement une règle de droit qui lui permettait, excusez-moi, mais de tuer. Bon, eh bien, aujourd'hui, ça paraît quasiment impensable, mais vous voyez que ça n'a pas toujours été le cas pendant un grand nombre d'années. Voilà. Dans un autre domaine, mais toujours dans cette relation éthique-droit, je ne sais pas si vous connaissez la clause de conscience. Chez les journalistes, c'est établi. Elle permet donc à un journaliste de quitter de sa propre initiative une entreprise de presse, tout en bénéficiant des indemnités de licenciement et de l'indemnisation versée par Pôle emploi. Alors, concrètement, si une ligne éditoriale change, si un responsable impose une vision, bref, le journaliste est libre. Est-ce que, alors, je connais ce texte un petit peu, mais est-ce que c'est courant comme disposition dans les professions? Ah non, c'est extrêmement rare. Mais la clause de conscience, nous, les avocats, nous l'avons, puisque nous pouvons demander à être déchargés d'un dossier dès lors que celui-ci contrarierait des choses qui nous sont soit insupportables, soit pour nous indéfendables pour des raisons diverses et variées, notamment des sujets qui sont ce qu'on appelle des causes. Je ne parle plus des personnes, puisque chacun, en tant qu'avocat, est appelé à défendre des personnes. Défendre des causes, c'est autre chose.
Et donc là, effectivement, la clause de conscience peut être jouée. Alors, on a évidemment toute une procédure pour faire jouer cette clause de conscience pour que, de toute façon, le droit, c'est-à-dire le procès, si on parle de contentieux, puisse se tenir. Et à ce moment-là, le bâtonnier va désigner un autre avocat que celui qui a fait part de sa clause de conscience pour ne pas prendre en charge cette affaire. Ça paraît simple et évident, mais ça ne l'est pas, en fait. Excusez-moi, mais vous voyez, je parlais de ma profession, mais c'est vrai dans le domaine médical, hein, qui est très utilisé. La clause de conscience dans le domaine médical pour des actes délicats dont vous avez parlé tout à l'heure, eh bien la clause de conscience existe. Donc, et le droit protège les personnes qui en font usage. Complètement, mais vous voyez, le droit est toujours pris dans des contradictions. C'est ça qui est complexe, hein, c'est ça qui est à la fois passionnant et complexe dans le droit. C'est cette articulation entre ce que veut la société, ce que a inscrit la société dans son arsenal juridique, comme on dit, et ce que la personne elle-même est en mesure de faire ou de ne pas faire. Et ça s'appelle la liberté individuelle. Donc le droit doit toujours protéger la liberté individuelle et en même temps garantir des droits collectifs. C'est un exercice, excusez-moi, mais extrêmement complexe. Pour conclure, cette citation, un philosophe Marc-Alain Descamps, le droit décide, la morale commande, l'éthique recommande. Ça permet de rappeler la force de la loi ultime du droit qui détermine la légitimité ou non d'une action. Ça vous va comme hiérarchie? Je ne connais pas la citation, mais elle est pas mal et on pourrait encore disserter dessus assez longtemps, bien volontiers. Maître Frank Sprit était l'avocat était l'expert de ce mercredi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je vous en prie, elle était passionnante d'ailleurs. Merci, à réécouter sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.